Plusieurs pensent qu'un mal de tête à répétition est synonyme d'une migraine. C'est faux! En effet, il existe plus de 200 types de maux de tête ou céphalées, parmi lesquels on retrouve la migraine. Selon une estimation prudente, la migraine affecterait environ 10 à 12% des gens à un certain moment dans leur vie. Explorons plus en détail ce véritable casse-tête. Tout d'abord, on peut séparer les maux de tête en deux catégories, les céphalées secondaires et les céphalées primaires. On parle de céphalée secondaire lorsque la douleur est due à une lésion visible ou à des dommages au niveau du cerveau. On peut donc dire que ces céphalées sont secondaires à une autre pathologie, par exemple une sinusite, un AVC, une tumeur ou une méningite. Les céphalées primaires, quant à elles, n'impliquent pas de lésions sous-jacentes. Elles seraient davantage causées par un dysfonctionnement des réseaux électriques qui traitent les signaux douloureux de la tête et du cou. Elles ne sont donc pas dues à une autre maladie, mais constituent plutôt une maladie en soi. Toutefois, en raison de la complexité des réseaux cérébraux, l'origine précise de ce type de céphalée demeure inconnue. La migraine est en fait un type de céphalée primaire. Cela signifie qu'il s'agit d'une maladie en soi. Elle est caractérisée par des crises céphaliques épisodiques d'une durée qui varie habituellement entre 4 et 72 heures. Au cours de ces crises, la douleur est d'une intensité modérée à élevée, souvent unilatérale et perçue de manière pulsatile. Par ailleurs, on note une absence complète de symptômes entre les attaques. Le Dr Anne McGregor, directrice de la recherche clinique à la City of London Migraine Clinic, compare le phénomène à une panne de courant. Pendant une migraine, tout votre corps peut sembler hors service jusqu'à ce que la crise soit passée. La léthargie ou manque d'énergie est un symptôme courant et tout travail semble 2 fois plus long. Il y a plusieurs types de migraines. Les plus fréquentes sont celles sans aura et avec aura, autrement nommées ophtalmiques. Voyons maintenant plus en détail comment une migraine se développe. La progression d'une migraine se déroule habituellement selon 4 phases. La phase prémonitoire ou du prodrome, l'aura, la céphalée, et finalement la phase du postdrome ou le rétablissement. Au cours de la première phase, le prodrome, on observe de légers changements dans l'humeur ou dans le comportement, auxquels peuvent s'ajouter des symptômes neurologiques, musculaires et digestifs. La personne peut entre autres éprouver des problèmes gastro-intestinaux et se sentir irritable. Cette phase dure habituellement entre 6 et 10 heures. Toutefois, comme ces changements demeurent très subtils, la plupart des migraineux ne les attribuent pas nécessairement à l'arrivée d'une crise. Deuxièmement, il y a la phase de l'aura qui commence 15 à 30 minutes avant le début de la crise migraineuse. L'aura peut demeurer pendant la crise, tout comme elle peut s'estomper lorsque celle-ci débute. Durant cette phase, vous pourriez avoir des zones de vision floues, de zigzags ou de lumière clignotante. Il est important de comprendre que le problème de l'aura ne provient pas de l'œil, mais qu'il est causé par une vague électrique qui traverse le cortex occipital où se situe l'art visuel. Cette vague peut également passer par d'autres zones du cerveau, comme celle de la sensation ou de la parole. Dans ce cas, des picotements, des engourdissements, des problèmes d'élocution et une perception de tintement sont des symptômes que l'on peut retrouver. Les symptômes directement liés à la migraine sont associés à la phase céphalée d'une durée de 4 à 72 heures. Pendant cette phase, le rythme cardiaque est ressenti dans les tempes et la douleur occasionnée, qui est souvent dominante d'un côté, monte en intensité. La lumière et les bruits peuvent être très difficiles à supporter et des vomissements peuvent survenir. Par ailleurs, c'est durant la phase de céphalée qu'on observe le phénomène d'allodynie, soit une douleur déclenchée par un stimulus normalement indolore. Par exemple, la douleur peut être engendrée par la simple pression des lunettes ou le contact sur l'oreiller. La fréquence des crises varie énormément d'une personne à l'autre, mais également d'une période à l'autre. En effet, certains individus subiront une migraine plusieurs fois par mois pendant un temps donné, et par la suite, il pourra s'écouler quelques années avant d'en être à nouveau victime. Pour les plus chanceux, ils n'en auront que 3 ou 4 dans leur vie. Après la phase de la céphalée, on observe habituellement une baisse d'énergie. C'est la phase du postdrome ou du rétablissement.
Les gens qui sont victimes de ces accès se sentent souvent épuisés, comme s'ils avaient couru un marathon. Pour d'autres, c'est l'inverse qui se produit. Ils se sentent très énergiques, euphoriques même, et cet état d'esprit peut durer entre 1 heure et 24 heures. Mais que se passe-t-il au juste dans le cerveau des gens souffrant de migraine? On croit que le cerveau des individus souffrant de migraine serait hypersensible à certains facteurs environnementaux ou stimuli. Bien que ces facteurs varient énormément d'une personne à l'autre, on mentionne fréquemment les variations hormonales chez la femme, un apport alimentaire insuffisant, le stress, le manque de sommeil et l'activité physique intense. Ces stimuli, pour la majorité des gens, sont perçus comme étant inoffensifs. Toutefois, le cerveau des gens souffrant de migraine étant hypersensible, il réagirait de manière excessive à la présence de certains de ces facteurs. De manière plus détaillée, l'addition de ces facteurs environnementaux, lorsqu'ils dépassent un certain seuil appelé seuil migraineux, activerait des centres précis du tronc cérébral. Cela entraînerait l'augmentation de certaines substances chimiques dont la sérotonine, un phénomène qui altérerait le fonctionnement normal de l'hypothalamus. Cette partie du cerveau serait responsable des signes et symptômes observés durant la phase du prodrome, comme les changements d'humeur et la somnolence. La sérotonine aurait également un effet puissant sur la taille des vaisseaux sanguins. On observerait, durant la phase de céphalée, une inflammation autour des artères situées près des méninges et des fibres nerveuses. Cette réaction comprimerait certaines structures nerveuses aux alentours, dont le nerf trijumeau et les nerfs occipitaux provenant des racines C2, C3. C'est à ce moment que la crise serait ressentie. La douleur émanerait du cou, dans 60% des cas, et de la tête, aux régions où les nerfs sensitifs sont atteints. Qu'en est-il des conséquences à court, moyen et long terme? Comme vous avez pu le constater, la crise migraineuse est une période très angoissante, notamment en raison des problèmes de vision qui peuvent s'apparenter à des symptômes d'un AVC ou d'une tumeur cérébrale. Il faut toutefois mentionner que les migraines sont rarement attribuées à des pathologies plus graves. Elles ne menacent pas la vie des individus, étant donné que les symptômes sont complètement réversibles. Toujours est-il que certaines personnes craignent l'arrivée d'une nouvelle crise à un point tel qu'elles s'isolent socialement et doivent arrêter de travailler. Par ailleurs, des chercheurs se sont récemment penchés sur les changements neuronaux que pourraient entraîner les crises migraineuses. Ils ont observé que les gens souffrant de migraine avec aura présentaient davantage de petites anomalies de la substance blanche. Les conséquences fonctionnelles de ces anomalies demeurent toutefois inconnues pour le moment. D'autres études ont également noté la présence de remaniements neuronaux chez les individus victimes de crises migraineuses fréquentes. Ce phénomène serait notamment observé dans les centres de contrôle de la douleur. Malheureusement, on ignore les effets à long terme de ces changements neuronaux, tout comme leur origine et leur niveau de réversibilité. Pour émettre un diagnostic juste, il est primordial d'écouter attentivement l'histoire du client. À ce sujet, la Dr Anne McGregor a énuméré une liste de questions servant à déterminer plus facilement si une personne souffre de migraine. Si vous avez répondu oui à la plupart de ces questions, vous souffrez probablement de migraine. Il faut savoir qu'aucun examen cérébral diagnostique ne permet de déceler avec succès la migraine, étant donné sa nature chimique et électrique. Heureusement, il existe plusieurs traitements pour permettre aux individus qui en souffrent de vivre plus facilement avec la migraine. Parlons dans un premier temps des divers traitements symptomatiques. Ces traitements ont pour fonction de casser la migraine et non pas de la prévenir. Ainsi, ils apaisent les personnes atteintes de symptômes migraineux et leur permettent de reprendre leurs activités. Ces médicaments doivent être pris seulement au besoin, lorsque la douleur intense commence à s'installer et que certains symptômes tels que la nausée et la photophobie se manifestent. Une fois que la crise est installée, elle est plus difficile à combattre. Ces médicaments symptomatiques englobent les analgésiques en vente libre, de même que les médicaments développés spécifiquement pour les migraines, tels que le triptan, que l'on peut obtenir sous ordonnance. Comme le tableau le démontre, de nombreux traitements symptomatiques sont offerts, et ce, selon différentes méthodes d'administration.
De ce fait, pour trouver le traitement qui vous convient le mieux, il faut faire plusieurs essais avec différents médicaments. Abordons maintenant les traitements de prévention. Ces traitements, qui doivent être pris tous les jours, conviennent davantage aux personnes ayant régulièrement des migraines et dont les traitements symptomatiques n'arrivent pas à contrôler efficacement les symptômes. Ils ont pour fonction de diminuer la fréquence et la sévérité des crises en augmentant le seuil migraineux. De nombreuses personnes ayant régulièrement des migraines ont également recours à des traitements complémentaires. Ceux-ci visent à atténuer les effets des déclencheurs et peuvent contrôler les migraines avec ou sans médicaments. Parmi les thérapies populaires, on retrouve notamment la physiothérapie, l'ostéopathie, l'acupuncture, l'homéopathie et le yoga. L'ergothérapie en fait également partie. Effectivement, si vous souffrez de migraines, les ergothérapeutes peuvent vous venir en aide. Ils peuvent vous aider à comprendre vos symptômes, Vous donner des stratégies pour gérer votre douleur et ainsi poursuivre vos activités quotidiennes. Les ergothérapeutes peuvent aussi travailler avec les gens de votre entourage, par exemple vos employeurs, vos professeurs ou votre famille si nécessaire. Toujours est-il que vous n'êtes pas seul face à vos crises migraineuses.